Il nous a parlé du jouet, il nous a parlé de l'éducation, et maintenant il va donc aborder les jeux physiques et jeux d'adresse des enfants, particulièrement au XVIIIe et XIXe siècle. Sans plus attendre, alors déjà, le vrai titre est plus court que ce qu'il y a là, parce qu'en fait c'est de 1730 à 1830. Alors, ça a l'air d'être très, très restreint, et je m'explique un petit peu, parce qu'en fait j'aurais pu présenter sur les jeux d'adresse, et évidemment, quand je dis jeux d'adresse, c'est qu'il y a des objets, et ces objets pour les enfants sont aussi des jouets, donc j'aurais pu le faire sur une beaucoup plus longue période, mais j'ai choisi cette période-ci parce que c'est celle où les enjeux concernant la santé de l'enfant, la perception de l'enfance, son éducation, sont en train de changer au siècle des Lumières et au début du XIXe siècle. Donc c'est parce qu'il y a ces enjeux que je vais regarder d'un peu plus près, avec une loupe un petit peu plus grossissante, ce que l'on peut trouver sur cette période concernant ce thème. Car c'est un thème qui effectivement a besoin d'être explicité par rapport à plusieurs types d'histoires possibles. Les historiens de l'éducation physique et de la gymnastique ont de temps en temps parlé des jeux physiques des enfants, mais ils en ont rarement fait un objet spécifique de recherche. Et pourtant, on peut se poser le problème, est-ce qu'il y a longtemps qu'on pense que les jeux physiques des enfants sont en rapport avec une éducation physique? Est-ce qu'on peut appeler ça une éducation physique, et de quelle façon? Alors je résume très rapidement dans cette introduction quelques éléments antérieurs, en particulier le fait que pour les pédagogues et les éducateurs, les jeux physiques ont toujours été plus valorisés depuis le XVIe siècle que les autres. Quand on regarde dans ces textes-là quels jeux ils citent, on s'aperçoit que les 8/10 des jeux qu'ils citent sont des jeux physiques. Mais ils ne disent pas explicitement pourquoi ils les valorisent, mais on se rend compte que c'est une réalité. Donc, il parle du développement du corps, de la bonne santé, chez Rabelais et Montaigne, et pour les médecins de la Renaissance, qui ont lu le médecin de l'Antiquité Galien, il y a des exercices, un code d'hygiène qui est à l'intérieur de ces jeux physiques, même si on ne le sait pas. Ce ne sont pas des apprentissages auxquels on réfléchit, c'est-à-dire que les médecins et les éducateurs de l'époque ne pensent pas quels gestes ils vont faire pour obtenir tel résultat sur la santé de l'enfant. C'est global. Si physiquement ils jouent et ils font des exercices, eh bien le corps sera en meilleure santé. Donc des exercices répétés quand même, on pense qu'il faut la répétition de l'exercice pour que ça soit valable, mais pas des exercices fortuits, c'est-à-dire qu'on les choisit quand même un peu. Mais on n'analyse pas, on ne réfléchit pas sur l'éducation motrice. En même temps, on ne l'enseigne pas vraiment puisqu'il donne lieu à une transmission comme toute la culture populaire se transmet par l'apprentissage auprès des aînés. Les jeux physiques, alors on peut les distinguer en plusieurs types de jeux, les jeux de force et les jeux d'adresse. Et c'est là qu'on se rend compte que justement il faut du temps pour que le concept de jeu d'adresse pénètre dans notre langue, c'est-à-dire qu'il soit exprimé. Au début, au XVIe siècle, on parle du verbe adresser, c'est-à-dire dresser le corps, l'exercer. Dans le dictionnaire de Nico en 1606, on utilise le mot adroit dans le sens de dexter habilis, puisque c'est souvent avec le latin qu'il faut comparer. Et en fait, il faut atteindre la fin du XVIIe siècle, le grand dictionnaire universel de Furetière en 1690, pour qu'on trouve le syntagme, c'est-à-dire les deux mots réunis, jeu d'adresse, avec aussi bien à l'entrée adresse qu'à l'entrée jeu. Et là, les seuls exemples qui sont donnés, la paume, le mail, le billard, la boule, le palais, ne sont pas donnés comme jeux d'enfants, mais ce sont des jeux d'adultes. Donc on est sur les jeux populaires physiques que l'on retrouve dans les fêtes des villages et de la campagne, mais aussi des villes à l'époque. Pourtant, en fait, les jeux physiques des enfants ont quand même cette valorisation des pédagogues dont je parlais tout à l'heure et que l'on retrouve dans les petites écoles dès le XVIe siècle. Il y a un genre littéraire qui s'appelle les colloques scolaires, dont on trouve des textes d'Erasme 1519, de Vives 1539, Batory 1530, et il y en a d'autres, les chiffres les plus connus, dans lesquels on parle de ces jeux physiques. Et ils rentrent dans la cour de récréation.
on en parle aussi comme des jeux que font les enfants entre la maison et l'école. Donc, et ils parlent que de cela. Ils ne vont pas parler du jeu à la poupée des filles, ils ne vont pas parler des jeux qui ne sont pas des jeux physiques, mais uniquement les jeux d'adresse. Et on cite donc les noix, les osselets, la toupie, la trompe, c'est un autre mot pour le sabot, mais on verra plus tard ce que c'est, les jonchets. Il y a donc une valorisation implicite qui est morale aussi parce que ces jeux physiques entretiennent la bonne santé, mais en même temps une forme de rigueur et de l'esprit, donc c'est lié quand même à la morale. Et les jeux physiques sont pratiqués dans les collèges jésuites, on en trouve au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Par exemple, j'ai trouvé des procès entre un collège jésuite et son voisin, parce que le ballon des gosses allait tout le temps chez le voisin et il n'était pas content, mais ça prouvait bien que dans la cour du collège jésuite, eh bien, on pratiquait des jeux comme la balle au mur, la paume ou le ballon. Alors, dans l'iconographie, les jeux d'adresse sont très présents. Et depuis le XIIIe siècle, vous voyez que la première image est une image qui date de vers 1260. Et l'intérêt de l'iconographie, et je vais vous en montrer beaucoup de ces images, parfois vous trouverez peut-être ça un peu répétitif, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les artistes, les illustrateurs, quand il s'agit d'illustration, s'intéressent aux gestes que font les joueurs. Ils immobilisent le jeu à tel geste. Ils en montrent parfois les phases, c'est-à-dire que parfois les deux images successives vont montrer le jeu à des phases différentes du jeu, ce qui permet de reconstruire un peu la règle du jeu. Donc le regard des artistes nous donne non seulement à voir, mais aussi à comprendre ces jeux à une époque où il n'y a pratiquement pas de textes qui nous les décrivent, il y a des textes qui les citent, qui les mentionnent, mais qui ne donnent aucun regard sur la pratique elle-même du jeu. Ce sont les artistes, ce sont les images qui nous permettent d'y rentrer. Au XVIIe siècle, l'album de Stella, dont vous avez la référence sous l'image, qui est un album d'une cinquantaine de gravures dans lesquelles il y a souvent deux ou trois jeux sur la même gravure, c'est un véritable répertoire de la culture ludique enfantine au milieu du XVIIe siècle. Les enfants sont nus parce que Stella, qui avait été à l'école, envoyée à Rome, comme beaucoup de peintres de son époque, était imprégnée par l'art italien, lequel représentait souvent les putti. Le putto, c'est le petit Angelo, le fils de Vénus, et les amours, donc. Et donc, en fait, il utilise cette forme-là, mais vous voyez que c'est dans un paysage qui est finalement le paysage de la campagne romaine. On y retrouve aussi bien la végétation qu'un certain nombre de bâtiments. Et donc, c'est pas naturel en quelque sorte. Les gestes sont bien étudiés, c'est un véritable répertoire de culture ludique enfantine, mais c'est encore quelque chose présenté comme une espèce d'idéal du jeu ou d'idéal de l'enfance. Au XVIIIe siècle, la notion d'exercice va évoluer. Les jeux physiques vont apparaître au départ libres, sans objectif autre que de s'amuser, et progressivement, pourtant, les auteurs, médecins ou éducateurs vont essayer de rapprocher ces jeux d'une éducation physique et de penser cette éducation physique. Donc je vais aborder ce thème en distinguant très grossièrement deux grosses périodes. On peut me critiquer sur ces datations, mais un très gros milieu du XVIIIe siècle, entre 1730 et 1770, et un fin XVIIIe, début XIXe, une soixantaine d'années à nouveau, enfin entre 70 et 1830, où on assiste progressivement à cette récupération pédagogique des jeux physiques pour qu'ils deviennent une éducation physique encore informelle, qui ne sera pas la même que celle qu'on trouvera plus tard dans les écoles, mais qui est quand même un début de pensée d'éducation physique utilisant les jeux. Donc on pourrait l'intituler cette première période pour devenir fort et habile, et pour comprendre un petit peu comment situer les jeux d'adresse, j'avais publié, vous voyez, il est en 90, ça ne me rajeunit pas, un article sur les jeux d'adresse à la Renaissance, où j'avais découvert dans les textes qu'il y avait en fait une proximité, une interrelation entre la nature de l'objet et la nature de la motricité. Plus l'objet se rapprochait d'une manipulation fine et du jouet, moins la motricité était forte. Donc vous voyez par exemple que pour la course, le saut, la natation, il peut y avoir des objets, on peut sauter par-dessus une ficelle, mais ça il y a une motricité très forte.
quand on utilise des prothèses, c'est-à-dire des objets qui servent pour augmenter la vitesse, comme les patins, la luge, les skis, la motricité est déjà un peu moins forte. Ensuite, les instruments qu'on peut utiliser, les poids, la perche, on baisse un peu. Le corps est soumis à l'objet plus il n'est plus un simple prolongement de l'objet. Il faut tenir compte de l'objet dans la motricité. L'objet peut devenir un frein à une certaine motricité et donc demander une double motricité, comme le cerceau par exemple. Il faut à la fois courir et en même temps maîtriser l'objet pour qu'il ne tombe pas. Donc il faut cumuler une motricité plus fine et une motricité plus forte. Et pour les boules ou les quilles, il faut mettre sa motricité au service de l'objet pour gagner le but, pour toucher le but. Et quand on en arrive à un objet qui a nécessité une motricité de départ, comme lancer la toupie ou le toton, etc., ou le cerf-volant, après on est beaucoup plus dans la contemplation. On regarde le cerf-volant évoluer, on regarde la toupie tourner, donc il y a un rapport à la motricité qui change avec une intégration dans la psychologie même de ce rapport à l'objet. C'est juste pour vous situer l'importance justement pour comprendre à la fois quand on fait une étude d'éducation physique que quand on fait une étude du jouet, où se situe le jouet par rapport aux autres objets qui peuvent avoir un rapport avec les jeux physiques des enfants. Alors, nous allons voir le regard des artistes sur les jeux d'adresse et sur leurs objets pendant cette période. Une première image, plusieurs images sont tirées des tableaux et des gravures sur Chardin, qui vont nous montrer qu'on s'intéresse là, le peintre va s'intéresser à l'intériorité du joueur face à son objet. Alors qu'après, on verra des gravures qui vont socialiser les jeux physiques des enfants, les gravures de Gravelot au milieu du XVIIIe et celles d'Augustin de Saint-Aubin vers 1770. Alors, dans ce tableau célèbre de Chardin, le portrait d'Auguste Gabriel Godefroy, qui date de 1737, on a affaire à un toton, c'est-à-dire à une toupie qu'on tourne avec les doigts, sur le sol ou sur une table. Donc il y a trois types de toupies. Hein. La grosse toupie avec une pointe en fer qu'on lance avec une corde qui tourne toute seule sur le sol. Le sabot plus petit qu'on lance avec un fouet et dont on entretient le mouvement en le fouettant. Et le toton qui est la toupie avec les doigts qu'on fait tourner sur une table, sur un plan lisse. Et là, vous voyez que l'enfant a lancé, on n'est pas du tout dans le geste moteur, la motricité n'intéresse pas Chardin, ce qui l'intéresse, c'est la phase de contemplation. L'enfant contemple cet objet qu'il a lancé et qui tourne. Dans un autre tableau, sur la petite fille au volant, en 1742, d'abord, vous voyez aussi que, je ne vous l'ai pas montré avant, mais enfin, les jouets dans les périodes précédentes sont beaucoup plus des détails petits. Le regard n'est pas braqué, l'artiste ne braque pas le regard sur les détails du jouet. Ici, avec Chardin, et j'ai mis exprès l'agrandissement, on voit comment un volant est fait, avec des plumes plantées dans un liège. Et d'autre part, on voit aussi que la fillette a cessé le jeu, elle a la raquette et le volant à la main, mais elle ne joue plus. Là encore, on est dans une intériorisation, alors soit elle est dans le jeu qu'elle va faire, soit elle est dans le jeu qu'elle vient de faire, on ne le sait pas, mais elle n'est pas dans l'action elle-même. Ici, dans la gouvernante de Chardin, en 1738, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une opposition qui dessine le territoire de l'enfance. La gouvernante va faire la leçon et demande au garçon, il a un livre sous le bras, de passer à la phase d'étude de son éducation en laissant par terre les éléments de son jeu, c'est-à-dire des cartes. Alors vous en verrez une qui est repliée et debout parce qu'elle servait à faire des châteaux de cartes. Nous, on ne plierait pas une carte aujourd'hui. Si vous avez un jeu de 52 cartes pour faire un château de cartes, vous n'allez pas la plier en deux. Mais à l'époque, si, on les pliait pour faire le château de cartes. Il y a aussi la raquette et le volant par terre. Donc, il y a une construction en diagonale. Le jeu et le jouet sont abandonnés par terre pour pouvoir passer à l'éducation. Le jeu, c'est du côté du frivole. L'éducation, c'est du côté du sérieux. Et cette mise en page, on va la retrouver dans un très grand nombre d'illustrations et d'images de l'Ancien Régime. Alors là, contrairement au précédent, on est au milieu d'une phase du jeu. Enfin, un peu comme pour le toton,
c'est un jeu d'osselets avec une boule, c'est-à-dire que là c'est la boule qu'on lance pour avant de rattraper les osselets. Et on est dans l'immobilisation, c'est-à-dire que c'est comme si Chardin avait déjà eu un appareil photo et il immobilise le jeu à un moment donné pour voir l'expression de l'enfant, pour essayer de voir à la fois par le demi-sourire son plaisir, son attente de bien rattraper, enfin tout ce qui peut se passer dans le jeu et qu'on ne voit pas, et que Chardin essaye de suggérer. Vous avez une petite gravure à côté, parce que beaucoup de tableaux à l'époque étaient aussitôt republiés sous forme de gravure. Mais les gravures permettaient de mettre des quatrains ou des textes, des poèmes, lesquels donnaient une espèce de leçon de morale. Et vous verrez, en lisant ce texte, je ne sais pas si vous le lisez bien, mais je vais le reprendre, déjà grande et pleine d'attrait, il vous est pesé en lisette de jouer seul aux osselets, et désormais vous êtes faite pour rendre un jeune amant heureux, en daignant lui céder quelque part dans vos jeux. Donc on est toujours sous l'angle de la métaphore. Le jeu de l'enfant sert de métaphore au jeu des adultes et souvent s'oppose à lui et avec des intentions plus ou moins grivoises par derrière, suivant les auteurs de ces textes. Passons aux deux séries de gravures que je vous ai annoncées, celle de Gravelot qui est gravée par Bachelet. Je m'étais intéressé parce qu'à l'époque j'étais conservateur au Musée national de l'éducation et Bachelet est un Rouennais qui avait été à Paris se former et qui est revenu à Rouen et qui est l'auteur de la seule grande gravure représentant tout Rouen au XVIIIe siècle avec toute la ville, etc. Gravure très connue, mais lui il avait aussi joué à graver des jeux d'enfants quand il était à Paris. Et là on voit qu'il s'agit d'un style tout à fait Louis XV avec des enfants habillés en petits costumes d'adultes qui appartiennent à la bonne société donc, et qui jouent au milieu d'un environnement, soit de jardin, soit de maison urbaine, au sabot pour l'une et puis pour l'autre, on voit bien que c'est avec un cerceau, ils sont plusieurs à courir avec ou après leur cerceau. Le jeu de la gobille dans cette même série. Alors gobille est un mot amusant, c'est une espèce de contraction et en même temps de transformation du mot globe et du mot bille. Pour faire gobille, pendant un certain temps, il y a eu un certain succès de ce mot dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour désigner le jeu de billes. On voit qu'il y a un cercle tracé au sol et puis des billes qui sont sur les lignes. Il doit s'agir de les faire sortir du cercle avec la bille que l'on lance. Voilà. Donc là encore, on a les spectateurs du jeu, les deux joueurs. Donc l'un c'est le tour et il a l'attitude du geste qui va être accompli, et l'autre regarde avec attention et en ayant peur que l'autre réussisse dans son geste. Avec la série d'Augustin de Saint-Aubin, le titre est marqué d'une façon assez amusante, sous forme d'une feuille accrochée à une cabane. C'est ici les différents jeux des petits polissons de Paris. Donc là, on est en 70, on est une vingtaine d'années plus tard après l'autre, et on va nous représenter avec des gamins qui sont des enfants de plus du peuple que les petits aristocrates précédentes, et dans des environnements urbains aussi, dont certains peuvent être tout à fait identifiés. Alors c'est ce qui m'avait servi pour l'affiche de cette conférence, et on voit bien que là aussi il y a un texte. Je vois ici, moi j'ai du mal à le lire parce que c'est un peu petit, mais je crois que vous pouvez le lire. Et ce texte, là encore, utilise des métaphores. Le jeu n'est pas apprécié pour lui-même. On n'est pas en train de nous dire en quoi ce jeu est amusant ou intéressant. On est en train de le comparer avec d'autres univers. Dans la même série, on a les jeux de cordes. Alors, vous voyez, il y a deux types de jeux de cordes, hein, la longue corde et la corde individuelle. Et puis le jeu de la toupie. Alors dans le jeu de la toupie, vous voyez dans les trois enfants qui jouent, il y en a un qui va lancer sa toupie, un qui vient de la lancer, il a encore la ficelle au bout du doigt, puisqu'on enroule la ficelle autour de la toupie et on lance. Donc la ficelle reste attachée au doigt pendant que la toupie part. Et là il y a plusieurs formes du jeu, mais parfois il s'agit d'évacuer la toupie du prédécesseur d'un cercle ou d'un carré tracé au sol. D'autres fois c'est d'autres règles, mais là on voit les gestes du jeu. Et puis ici vous avez
la fossette ou le jeu de noyaux, c'est en fait un trou dans le sol dans lequel on envoie un ensemble de noyaux. Ça peut être aussi à faire jouer avec des noix, avec des billes, avec des marrons. Et il faut qu'il y en ait un nombre impair ou pair qui tombe dans le jeu. Et à ce moment-là, il y en a un qui ramasse ceux qui sont restés, qui n'ont pas accompli le beau geste. Et le texte en dessous, lui, évoque l'enrichissement parce que un des rares jeux dans le jeu de billes et sa famille, c'est-à-dire le jeu de noyaux, le jeu de noix, etc., c'est les jeux dans lesquels on gagne l'objet de jeu de l'autre. C'est-à-dire que c'est un jeu d'argent, un jeu où il y a un gain matériel, où on gagne ou on perd, on s'enrichit en gagnant plus de billes. Et les très bons joueurs, ils arrivaient à l'école avec des gros sacs de billes parce qu'ils avaient gagné, les petits copains, ils en avaient beaucoup plus que les autres. Donc, du coup, d'où les allusions à l'argent que fait le texte qui se trouve sur la gravure. Alors, que nous disent les pédagogues et les éducateurs? On a vu ce que montraient les artistes. Pour cette même période, de quelle façon parle-t-il de nos jeux? En 1719, M. de Vallange a créé tout un nouveau système d'éducation. Il a publié beaucoup de petits ouvrages d'éducation et il nous dit qu'il enseigne, lui, le volant. Et que, quand il dit tout doit aller à l'école, ça veut dire qu'il faut enseigner les jeux physiques dans un ordre tel qu'il y ait une progression. Donc il y a déjà une notion d'éducation physique par derrière. On peut penser qu'il y a beaucoup plus de vantardise et de projets dans les textes de M. de Vallange que de réalité pédagogique, et ça ne devait pas toucher grand monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment une idée commence à sortir, à poindre, et de quelle façon, progressivement, elle va s'intégrer dans les pratiques et les institutions. Jean-Jacques Rousseau, lui, va un peu plus loin dans l'analyse. Il analyse, là je vous donne deux textes, le volant, et là ça vaut le coup quand même de le lire un peu attentivement. Quand un enfant joue au volant, il s'exerce l'œil et le bras à la justesse. Il devrait au contraire s'exercer dès l'enfance à la paume, en l'adaptant à son âge, car on joue toujours lâchement les jeux où l'on peut être maladroit sans risque. Un volant qui tombe ne fait de mal à personne, mais rien ne dégourdit les bras comme d'avoir à couvrir la tête, rien ne rend le coup d'œil plus juste que d'avoir à garantir les yeux. Le volant est un jeu de femme, dit-il, et il n'est donc pas recommandé comme propédeutique à une éducation physique de garçon. On va retrouver chez Rousseau une forme de genrée des jeux. Donc il y a des jeux de filles, il y a des jeux de garçons, il y a des jeux communs. Il les cite à un autre endroit dans son texte. Et vous voyez aussi il n'est pas pour lui une progression, c'est-à-dire le jeu de volant serait une formation au jeu de paume, parce qu'on s'habituerait à rattraper, à envoyer, etc. Non, il faut passer tout de suite à un jeu d'adulte, en le mettant à la portée de l'enfant, avec du matériel adapté, mais pour qu'il apprenne déjà quelque chose qui serait... Donc on est beaucoup plus de l'ordre de l'apprentissage du sport. On pratique le vrai sport. Le football, on va le pratiquer enfant avant de pratiquer adulte. On ne va pas pratiquer un autre jeu pour s'exercer au football. Et là, il dit un peu ça pour le volant. Pour le sabot, quand l'enfant fouette le sabot, il accroît sa force en s'en servant, mais sans rien apprendre. Tout ceci ne doit être que jeu. Alors, là encore, il y a une grosse différence avec notre conception actuelle des jeux physiques et d'éducation physique. C'est que il n'a pas du tout la perception de la relation du cerveau et des opérations logiques et de compréhension qu'il peut y avoir dans les jeux physiques. Un jeu n'exerce que la force ou que l'adresse, mais il n'apprend rien. Alors qu'en fait, utiliser un terrain, ce que font un certain nombre de jeux, avoir des stratégies pour placer ses gestes et répondre à ceux des autres, est en fait une forme d'apprentissage tout à fait importante et qui rejaillit dans d'autres domaines de l'éducation. Mais ça, Rousseau ne le voit pas. De temps en temps, il en a une petite perception, mais là, pour le sabot, pas du tout. Un autre auteur éducateur de l'époque, François-Gabriel Coyer, nous dit que la gymnastique est une école de la souplesse et de la vigueur, l'art d'exercer les forces et l'adresse. Et donc lui, dans son programme éducatif, dès l'âge de 4 ans, les enfants vont commencer à jouer au volant, au palais, aux boules, aux quilles.
car ces jeux ne demandent que peu de force et ils suffiront pour en développer le germe. L'adresse naîtra en même temps et il faut la créer dans la main gauche comme dans la droite. Donc il prône une gradation des exercices selon l'âge, et là on s'achemine un petit peu plus vers une conception d'éducation physique. Un autre type d'auteur pour les enjeux de la santé, c'est les médecins et les hygiénistes. Ils ont, comme l'a bien montré Georges Vigarello dans son Histoire du corps, tous les volumes qu'il a consacrés à des facettes différentes de l'histoire du corps, il a bien montré que, en fait, à chaque époque, il y a des images sur ce qu'est le corps qui vont finalement guider les représentations et les actions dans le domaine du physique. Et l'image qui est en train de l'emporter au XVIIIe siècle, c'est celle d'un corps qui est fait de fibres et de muscles. On n'est plus dans la mécanique cartésienne, dans un corps fait de mécanique comme si cette mécanique existait en tant que telle, mais on est dans un corps dont les fibres et les muscles se transforment, peuvent s'éduquer, peuvent s'allonger ou se renforcer. Et on le voit dans une thèse de médecine de 1723 de Le Tellet, l'usage des petits jeux dont le volant, la toupie, le sabot. Il dit que ça rend les cuisses et les bras flexibles, la toupie produit le même effet mais avec moins d'effort, le volant oblige le corps à se mouvoir de tous les sens, ce qui ne sert pas peu à le dégourdir. Vous voyez en même temps qu'il comprend les effets physiques sur le corps, en même temps il ne sait pas trop ce que c'est comme dégourdir, ça ne veut pas dire grand chose. On se rend bien compte que se mouvoir, dégourdir, moins d'effort mais les bras flexibles ou les cuisses, on voit bien qu'on commence simplement à percevoir la transformation du corps sous les exercices répétés de ces jeux, sans encore comprendre exactement ni les mécanismes, ni les résultats précis. Un ouvrage très important pour cette histoire du corps au XVIIIe siècle, celui de Nicolas-Andry de Bourgard, L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps, de 1741, nous dit, alors en gros, je résume, le corps se corrige en s'exerçant. Il faut solliciter une vigueur interne. Alors lui, c'est ça la nouveauté, c'est que la vigueur, elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et d'où une nouvelle valeur donnée aux muscles. C'est Vigarello qui a beaucoup travaillé et expliqué André de Boisregard. Donc le leitmotiv de ces médecins et hygiénistes, c'est que les exercices physiques servent à fortifier le corps en faisant fonctionner les muscles. Et je vous cite 3 ouvrages qui ponctuent dans cette période-là ces réflexions des médecins sur ces problèmes de l'exercice physique. Alors passons à notre deuxième période avec la récupération pédagogique des jeux physiques des enfants. Les livres pour enfants vont être une source nouvelle par rapport à notre problématique. Et dans les années 1770-95, les jeux sont utiles pour la morale et pour le corps. Donc les historiettes morales mettent en scène des jeux d'adresse. Madame d'Épinay, dans le dialogue entre la mère et la fille, demande à sa fillette pourquoi elle joue mieux maintenant qu'elle ne jouait avant au volant, et elle lui fait comprendre que c'est parce qu'elle a répété l'exercice et qu'elle s'est exercée. Donc elle a gagné une habileté qu'elle n'avait pas avant. Mercier de Compiègne, lui, valorise le jouet. Il dit qu'heureux, âge où une poupée ou une toupie font un heureux. Et il dit à l'enfant qu'il faut profiter de ces moments de plaisir et de joie, parce qu'en même temps, tes jeux facilitent ton accroissement et ils donnent de la souplesse et de la vigueur à tes membres délicats. Voilà. Et Geoffrey, pour la même époque, en 1796, montre dans une anecdote que les enfants s'étonnent eux-mêmes d'avoir acquis de la force et de la souplesse de jour en jour dans les jeux qu'ils pratiquent. Alors, voyons pour cette deuxième période une image d'un enfant qui a son cerceau. Vous voyez, la taille du cerceau est très grande. Du reste, on voit des détails de fabrication. On voit qu'il est mis en biseau et ligaturé, que c'est une branche juste repliée. Donc là, c'est ce que j'appelle moi un jouet écologique, c'est-à-dire fabriqué par l'enfant et son milieu. Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit un fabricant de jouets qui le fabrique, alors qu'il y a d'autres cerceaux qui sont vraiment faits par des fabricants de jouets. Je donne là encore une liste d'ouvrages comportant des images que l'on va voir maintenant, et qui permet de voir à quel point, entre 1795 et les années 1820, eh bien, 1810, toute une série de livres sortent sur les problèmes des jeux d'adresse. Alors on republie Stella,
du 17e dont je vous ai parlé, mais dans un choix d'images. On ne publie pas tout, la moitié. Et on rajoute aux images, c'est là d'abord de la couleur, et puis ensuite un texte, alors qu'à l'époque de Stella, il y avait juste un petit poème sous la gravure. Là, on rajoute un texte, par exemple sur le ballon, on vous le décrit, on dit c'est une vessie enflée et entourée de cuir. On y introduit l'air ou le vent par le moyen d'un soufflet, dans une ouverture il y a une soupape. Donc vous voyez que maintenant on rentre, on pose le regard sur l'objet du jeu, on essaye de voir comment il est fait et comment on peut s'en servir, et on est à l'intérieur de quelque chose qui est de plus en plus précis, de plus en plus proche du rapport du corps à l'objet pour l'enfant. Dans cet abécédaire gymnastique, il y a une partie d'abécédaire, et puis il y a des conversations entre un père et ses enfants qui portent justement sur les jeux et qui vont commenter les gravures. Le frontispice que vous avez ici vous montre c'est comme en synthèse toute une série de jeux physiques que les enfants peuvent faire de façon agréable. Et il y a plein de petites vignettes donc, qui illustrent les différents jeux physiques. On est dans un abécédaire, donc dans un petit livre pour normalement apprendre à lire aux enfants, et dans lequel donc on utilise le thème des jeux pour donner un attrait supplémentaire à l'abécédaire. Donc le ballon, les deux types de cordes, le volant, la toupie, le sabot, le cerf-volant. Vous voyez, tous les différents jeux sont représentés. Noël, qui est le graveur qui a fait sur un album sur les jeux de la poupée, en fait un aussi sur les jeux des garçons, les jeux de l'enfance et de la jeunesse, et là sur les jeux des garçons. Alors on est dans des images plus grandes, hein, c'est une gravure qui prend toute une page d'un album oblong, et vous voyez un nouveau jouet qui arrive sur le sol. Il y a un sabot, hein, l'enfant a un fouet pour le taper, et puis vous avez une grosse toupie, et cette toupie a un petit trou carré au milieu. C'est en fait une toupie d'Allemagne, percée, et qui donc vrombit quand elle tourne, ce qui est un jouet nouveau au début du 19e siècle, qui n'existait pas antérieurement. Le jeu de volant, alors la raquette a relativement peu changé, un bout plus carré que les précédentes qu'on avait vues, et il y a un spectateur et deux joueurs. Le petit palais, la riclette. Là, vous avez un petit palais qui est une petite pièce qui est posée sur un bouchon. Il s'agit de faire sauter le bouchon et que la pièce retombe au bon endroit sans l'envoyer plus loin. Le jeu d'adresse, évidemment. La tapette. Alors, vous voyez qu'un enfant tient un plan incliné. Et en dessous, il y a deux jeux qui ont lieu en même temps. En dessous, il y a des billes. Et normalement, on envoie la bille pour arriver à toucher celles qui sont en dessous qu'on gagne. Eh bien, ce jeu-là, on l'a à l'époque des Romains. Le pseudo-Ovide nous décrit exactement le même jeu, avec un plan incliné, et c'est des noix qu'on utilisait. Alors, avec les noix, il y a le hasard, puisque comme c'est pas rond, ça rebondit dans tous les sens. On n'est pas sûr du tout de toucher l'objet qu'il faut. La bille est un gros progrès dans les jeux d'adresse parce qu'elle introduit un roulement uniforme qui permet donc de calculer les trajectoires et d'avoir un type d'adresse qui n'est pas seulement dans le lancer, mais qui est aussi justement dans la vision d'une course à faire accomplir à l'objet. Alors un jeu de boules, on voit qu'il y a une plus petite, un cochonnet, donc on est assez proche de notre jeu de boules actuel. Alors le cerf-volant est aussi un moulinet avant, le petit moulin avec des ailes. En courant, ça a fait tourner les ailes. Donc c'est deux jeux utilisant le vent et la course pour fonctionner. Le cricket, donc une crosse et puis des petites billes à envoyer. La balle empoisonnée, donc là c'est un jeu de groupe. Les deux cordes, à nouveau. Les quilles, on a bien 9 quilles et des grosses boules dans lesquelles vous voyez que l'enfant qui va lancer, il a le pouce rentré dans un trou. Hein, donc on est pas loin du bowling, hein, tout en étant un jeu de quilles d'extérieur. Et dans cet album de Noël
va être réédité plusieurs fois et on va y rajouter justement des textes explicatifs. Là encore, on appesantit en quelque sorte le discours en essayant d'expliquer les jeux aux enfants. Alors, il ne faut quand même pas oublier que ce sont des albums pour enfants, donc les enfants sont les lecteurs, et on veut leur apprendre à la fois quels sont les objets et de quelle façon on y joue, ce qui veut dire que tous n'étaient pas partagés par tout le monde. Une partie des jeux étaient des jeux de campagne que ne partageaient pas les urbains, et d'autres étaient des jeux plus de ville que ne partageaient pas les paysans. Donc on essaye de toucher une bourgeoisie, parce que c'est quand même ceux qui achètent ces livres, c'est pas les classes les plus pauvres, mais une bourgeoisie qui n'a pas forcément la même culture ludique, ou tout au moins on essaye de faire passer à travers l'apprentissage de ces jeux quelque chose d'une morale et d'une éducation. Donc il nous explique ce qu'est le sabot, et pour les billes, il y a un geste qui est décrit qu'on va retrouver souvent pour caler, donc le verbe caler. On place sa bille entre la première phalange du pouce et le doigt index, et on le lance fortement. Et le jeu de la corde, il parle de ça comme un exercice violent, mais qui ne peut être que salutaire si les parents ou les instituteurs leur permettent d'en user modérément. Ce qui est intéressant ici, c'est que parfois les termes techniques sont rapportés et les termes des enfants. Les enfants disent, les écoliers appellent donner du vinaigre, l'action de faire tourner la corde avec beaucoup de vivacité. Donc on rentre dans un regard un peu plus anthropologique, un peu plus ethnologique, qui va décrire ce qui se passe dans le jeu et ce que disent les enfants dans le jeu. Avant, on ne se préoccupait pas du tout de cela. Donc on est dans un regard de plus en plus précis et intéressé. Et donc on a aussi d'autres abécédaires qui vont nous montrer des jeux. Ça peut être un peu répétitif, donc je passe assez vite. Le jeu de balle, le jeu de la corde, le jeu du cerf-volant. Et dans un livre de Théodore Pierre Bertin, Les jeux de l'enfance, de 1811, mais là c'est des illustrations d'une édition de 1820, vous voyez qu'il y a des filles là, qui sont sur une balançoire. En fait, de temps en temps, on voit arriver un rapport entre les jeux de garçons et les jeux de filles, et on se rend compte que ça se mélange un peu plus qu'avant. Là, ce sont des filles qui jouent au volant dans une chambre, donc un jeu qui est jugé suffisamment doux et tranquille pour ne pas casser grand-chose à l'intérieur d'une maison, et un jeu extérieur qui est celui de la balançoire. Donc il y a des livres illustrés, des albums pour enfants qui, entre 1812 et 1822, vont nous présenter ces types de jeux. Donc ici, par exemple, les jeux des 4 saisons. Un autre abécédaire et syllabaire de l'enfance, qui, par les petites vignettes, nous présente toute une série de jeux. Et là, vous voyez arriver des jeux qui correspondent à des opérations de gymnastique. Le saut, c'est pas par-dessus une corde, comme on le faisait nous en gymnastique, mais par-dessus un obstacle. Et il y a la fronde qui n'était pas présentée jusqu'à présent comme un jeu d'adresse, qui apparaît aussi. Et puis on retrouve la bascule. Alors quand il y a une planche, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fillettes, sur un rondin, c'est ce qu'on appelle la bascule. La balançoire, c'est suspendu par des cordes, c'est pas le même objet. Vous voyez aussi le nombre de ces gravures qui illustrent tous ces jeux, et dans lesquels certains jeux comme la semelle, qui est un jeu de savate, c'est presque un jeu de combat doux, n'est pas vraiment un jeu d'adresse, mais un jeu physique. Et le colin-maillard n'a pas grand-chose à voir avec les jeux physiques et les jeux d'adresse. Il y a un flou dans les catégories des jeux qui font que certains se retrouvent la main chaude, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec les jeux physiques, sauf si on tape un peu trop fort sur les fesses. Un autre alphabet gymnastique, vers 1819, nous donne un nouvel ensemble, mais par exemple la glissade, avec des mots qui ne sont pas des mots courants, par exemple quinard ou le jeu des Indes, c'est pas les mots qu'on utilise d'habitude. Là, les auteurs forcent la note pour trouver un terme qui corresponde aux lettres de l'alphabet. Et on revoit les osselets, le palais, les quilles, la roulette, etc. Mais le traîneau, par exemple, sur glace ou sur le sol, apparaît alors qu'avant on n'en parlait pas.
Et puis le trou madame, qui est un jeu d'adresse, puisqu'il faut envoyer un objet dans un parcours bien déterminé. Album de jeux des garçons qui est en fait une réédition par Le Prince en 1821 de celui du début du 19e siècle. Et vous voyez que du coup les illustrateurs changent les costumes, remettent l'album au goût de l'époque, de façon à ce qu'il soit conforme à une vision que les lecteurs peuvent avoir de leur jeu. Donc les billes et le petit palais, les osselets, la raclette, les quilles, le cerceau et le volant, le ballon, et à propos des osselets, donc la partie consiste à exécuter avec les osselets une suite de tours d'adresse, dont voici à peu près l'énumération, et il énumère tous les types d'adresses qu'on peut faire avec les osselets. Alors, ce qui est intéressant et ce qui montre justement cette entrée dans une vision éducation physique, c'est que par exemple dans le dictionnaire des jeux d'Adry en 1807, il nous présente une cour de récréation d'une institution privée, sans doute avec une grille. Il y a l'extérieur de l'autre côté de la grille, on est dans la cour. Le maître est assis par terre, hein, il tient une feuille sur laquelle il y a le titre de l'ouvrage. Et donc les jeux des enfants se passent sous l'œil du maître dans l'intérieur de l'école. Ce ne sont plus les jeux de Stella à l'extérieur, dans la campagne, ce ne sont plus les jeux libres et un peu sauvages que faisaient les enfants dans la culture populaire. Ce sont des jeux qui maintenant rentrent dans l'école, mais de façon volontaire, et non pas seulement comme une récréation, mais parce qu'il semble nécessaire pour l'éducation des enfants que le maître et que les parents aient un regard sur ces jeux et puissent les aider. Et le deuxième, l'alphabet gymnastique de 1819, montre aussi la même grille, c'est-à-dire qu'on est encore à l'intérieur de l'institution. Alors, ceci va aboutir au premier livre sur la gymnastique, qui est le livre d'Amar du Vivier et Louis-François Geoffrey, lesquels ont beaucoup emprunté à des ouvrages allemands de la fin du XVIIIe siècle, et du coup on y voit à la fois du sport et de la gymnastique et des jeux traditionnels. Donc le saut à la perche, le saut, le tir à l'arc, la fronde, l'arbalète, la balle, et alors c'est classé par geste, sur le lancer, donc là il y a la balle, la muraille, le ballon, la paume, le palais, les boules, les jeux de quilles, les jeux de siam, le cerceau, le cerf-volant. Vous voyez qu'il y a un parachute. À la fin du XVIIIe siècle, on a inventé le parachute. On n'avait pas encore les avions pour sauter en parachute, mais on avait inventé le parachute avant l'avion. Le sabot, la toupie d'Allemagne. Et puis vous avez un portique, hein, comme l'ancêtre de nos portiques de gymnase d'école. Les crosses, la crosse, les échasses et la corde. Et les auteurs donc s'inspirent de l'ouvrage de Goudsmuth, la gymnastique pour la jeunesse de 1793 avec une édition en 96, et ça intègre donc des éléments de la gymnastique des Grecs et des Romains et des jeux physiques modernes, parce que tous nos jeux d'adresse et de force sont dans ce manuel qui est en fait offert à la jeunesse au début du XIXe siècle. Donc en fait, une étape fondamentale a été franchie en proposant d'intégrer les jeux physiques et les jeux d'adresse des enfants dans une éducation physique qui se pratiquerait dans des établissements scolaires en fonction de leur utilité, mise en lumière par l'analyse des gestes moteurs. Et par contre, on se rend compte que les jeux de billes ne sont pas forcément intégrés dans les livres, dans Rivier et Geoffrey en particulier, on ne parle plus du jeu de billes, alors que c'est effectivement un des jeux d'adresse les plus amusants et qui intéressent le plus les enfants, comme on le voit dans ces images. Et du coup, certains auteurs s'y intéressent, comme Madame Semnard qui publie un manuel des jeux de société dans lequel elle inclut les jeux d'adresse des enfants en 1827, et elle raconte à nouveau comment les billes se caillent, c'est-à-dire se lancent les unes contre les autres, entre la première phalange du pouce et le milieu du doigt index de la main droite. Et elle réexplique alors dans le détail, mais je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, comment il faut faire. Alors en conclusion, les jeux d'adresse des enfants sont en marche
semble-t-il, vers une institutionnalisation scolaire. Et l'aboutissement de cette évolution, commencé en 1803, peut être le manuel d'exercice gymnastique et des jeux scolaires de Paris, publié en 1892, fait par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Les jeux, quoique plus faciles en général que les autres exercices de gymnastique, exigent un apprentissage méthodique sans lequel ils ne pourront avoir toute leur efficacité, aussi bien au point de vue hygiénique qu'au point de vue éducatif. Il faut qu'un maître les enseigne, les dirige et les surveille. Et donc les auteurs du manuel vont distinguer les jeux récréatifs, billes, osselets, toupie, bilboquet, palais, quilles, et les jeux gymnastiques, le sabot, le cerceau, la corde, les échasses, la balle au mur, la crosse, le javelot, vers ceux qui demandent une dépense physique plus importante. Les jeux récréatifs sont surtout amusants et n'exigent pas une notable dépense de force. La motricité fine de ces jeux n'est pas prise en compte dans l'éducation physique. Les jeux gymnastiques nécessitent des efforts musculaires plus intenses et sont donc promus au rang de véritables exercices éducatifs. Mais cette entrée des jeux d'adresse dans l'éducation physique ne durera guère, c'est plutôt un programme qu'une réalisation, et après on oubliera un peu ces jeux physiques populaires dans l'éducation scolaire. Il se trouve que j'ai participé dans les années 1970 à la réinsertion de ces jeux physiques à l'école, puisque le Conseil de l'Europe avait lancé une campagne sur les jeux physiques et les jeux d'adresse des enfants, et qu'avec des professeurs de gymnastique, j'ai fait un séminaire à l'École normale de Bourges pour la réinsertion des jeux d'adresse dans l'école, et un certain nombre de ces enseignants ont effectivement fait cette réinsertion à la fin donc, du XXe siècle. Voilà comment on peut boucler la boucle entre l'histoire et l'éducation actuelle. Et les enfants très attentifs dans leur jeu vous remercient de votre attention. J'ai bien noté qu'il y a quelque chose qui a marqué saut de mouton. Oui. En anglais, c'est saut de grenouille. Et là, c'est marqué saut de mouton, mais on trouve plus anciennement coupe-tête. Ah oui, c'est possible. Parce que, ah oui, celui qui est en dessous par terre, parfois il s'est ramassé si on n'écarte pas assez les jambes. Est-ce que vous avez des questions? Le jeu de ballon prisonnier, oui, est-ce que ça serait la balle empoisonnée qui aurait été... Alors, c'est un mélange de plusieurs jeux, oui. La balle empoisonnée, ça ressemble un peu à ça. Puis il y a les jeux des barres. Donc en fait, on a plusieurs jeux qui, en se transformant, ont donné notre jeu actuel. Par contre, pour le ballon, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que on envoyait le ballon avec un avant-bras couvert de cuir. Parce que c'est, au lieu de jouer au pied comme on joue maintenant, passer exclusivement au ballon au pied, je ne parle pas du basket ou du volley évidemment, mais là on jouait souvent avec l'avant-bras couvert d'un amortisseur, parce que le ballon était dur et lourd, et on l'envoyait avec le bras. Et donc on parle aussi du jeu au pied, mais dans les images, c'est plus souvent le jeu avec le bras en l'air qui est indiqué pour le ballon. Non. Alors, oui, les jeux pour les filles, c'est autour de la poupée, hein, quand il y a mais le volant aussi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais enfant? Je jouais à la course. Oui. La marelle. Si, la marelle existait. Je ne l'ai pas inclus dans les jeux physiques. Mais si, ça existait. Mais on le retrouve très très peu dans l'iconographie. Hein.
Par contre, on sait que ça existe depuis l'époque des Romains. Il y a des tracés de marelles sur le sol, des dates du forum à l'époque romaine. Quand on jouait à la corde, là vous avez parlé vinaigre, et nous aussi, quand deux tournaient la porte, il y avait vitré, et quand on faisait vite, c'était vinaigre. Oui, oui. Donc, voilà, le vocabulaire reste longtemps. Et ce qui est amusant, c'est que, vous voyez, on avait des jeux qui présentent des garçons jouant à la corde. Si on avance dans le 19e, ça sera pratiquement que des filles après. Quand on regarde les images qui se passent au jardin du Luxembourg ou dans les parcs parisiens, eh bien ce sont des filles qui sautent à la corde, ce ne sont plus des garçons. Quand tu fais la corde, est-ce que tu vas chanter aussi? Ah oui, les pas des chantines. À la corde, on disait la salade. Et là, j'ai pas parlé de tous les jeux de filles qui sont justement les danses, les rondes, qui sont des jeux physiques aussi, parce que ce qui m'intéressait plus, c'était de voir le rapport à l'objet. Donc, quelque part, c'était le jouet dans les jeux d'adresse qui était un peu plus le centre de mes choix. Par contre, le jeu du sabot, je n'en avais jamais entendu parler. Ah ouais. Le sabot, en fait, c'est le plus ancien de cette famille des jeux de toupie. C'est celui qu'on trouve à l'époque romaine. On a même sur des vases grecs la représentation du fouet et du sabot par terre. On en a retrouvé dans les fouilles archéologiques des sabots. Alors que la toupie, on a du mal à être sûr qu'elle existait à l'époque antique, mais le sabot, oui, il existait. Et Rabelais en parle, enfin on le retrouve, c'est vraiment un des jouets qui a la plus longue histoire dans la famille des jeux de toupie, avec le teuton, parce que le teuton existait dans l'Antiquité comme élément de divination. Il y avait sur les faces, il y avait des lettres et des éléments, et si on tombait sur telle lettre, ça voulait dire telle chose, c'était utilisé comme jeu divinatoire. Mais il y a des jeux que j'ai très peu montrés, comme le Diabolo, enfin le jeu le Diable, c'est aussi un jeu d'adresse, et il a une histoire amusante puisque le Diabolo a un rapport avec les missionnaires en Chine. À la fin du XVIIIe siècle, les missionnaires qui ont été en Chine ont vu sur les marchés des marchands utiliser l'ancêtre de notre diable, qui, comme la toupie d'Allemagne, ronflait, et c'était son bruit qui attirait les pratiques quand on entendait ce bruit-là. Et donc les missionnaires reviennent et ils publient un livre qui sort au début du XIXe siècle sous Napoléon, peut-être le consulat déjà, et à ce moment-là, les fabricants de jouets parisiens s'emparent de l'objet et on voit presque tout de suite une planche avec les possibilités de jeu. Alors c'est surtout des jeunes gens plus que des enfants au départ. On montre différentes formes de diable et différentes façons d'y jouer. Au début on y jouait dans les parcs et puis progressivement ça devient un jouet d'enfant. Donc là on a typiquement un objet détourné de son contexte culturel par les fabricants de jouets au début du XIXe siècle pour devenir un jouet d'enfant. Il y a le yo-yo aussi, éventuellement. Alors le yo-yo, oui, les migrettes. On l'appelait les migrettes à l'époque de la Révolution française parce que c'est comme les émigrés, hein, ils partent et ils reviennent. Après, ils partent à la Révolution, ils reviennent après. Donc on appelait le yo-yo les migrettes. Et là aussi, on a un vase grec qui nous représente cet objet-là, et on en a retrouvé un objet dans les fouilles qui semble bien nous faire comprendre que le yo-yo existait à l'époque antique. La balle empoisonnée, oui, bah c'est un jeu de balle du style balle au prisonnier, c'est-à-dire qu'il suffit, faut toucher un des adversaires ou l'éviter le ballon, enfin. Je pense qu'on a été plusieurs à penser, d'après les réactions, que ça serait un glissement sémantique. Balle empoisonnée, ballon prisonnier. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être ça ?
Ce qu'il y a, c'est que chacun des mots porte un univers mental différent. Et le glissement sémantique, si c'est purement lexical, n'entraîne pas un univers imaginaire différent. Alors que les mots ont chacun leur imaginaire. Donc l'imaginaire qu'il y a derrière le mot correspond à la perception que l'on a dans une culture des choses. Donc parler de prisonnier ou parler d'empoisonnement, c'est pas la même chose. Celui qui est touché, s'il est empoisonné, c'est parce que à cette époque-là, alors là je peux en parler par rapport à d'autres choses, c'est que je travaille sur l'empoisonnement par rapport au bonbon, et que je peux vous dire que l'imaginaire de l'empoisonnement depuis l'affaire des poisons de Louis XIV a beaucoup gagné dans la culture au XVIIIe siècle, qu'il y a une peur de l'empoisonnement, et que donc appeler un jeu la balle empoisonnée se réfère beaucoup plus à cet univers culturel de peur de l'empoisonnement, de quelque chose qui est indiscernable, qu'on ne peut pas voir et qui va vous tuer. Donc en gros, la balle, on ne la voit pas arriver et elle vous touche. Donc d'une certaine façon, on est dans cet univers mental-là. Alors que la balle au prisonnier correspond à un univers dans lequel les nations se combattent et dans lequel on peut faire prisonnier, mais de façon, j'allais dire, réglée et officielle, et non pas comme dans les anciennes formes de la guerre. J'ai l'impression qu'on est plutôt derrière ces deux univers mentaux. L'expression a paru au 18e, là, le ballon empoisonné. Moi, je l'ai dès tout début du 19e. Je ne sais pas, il faudrait que je recherche pour voir si elle était aussi présente au 18e. Colin-Maillard, on le trouve, oui, depuis l'Ancien Régime. Hein. De même que le... Ouais. Alors, le jeu de Siam, c'est un jeu de boules, de quilles, de dire, avec une boule qui est non pas ronde, mais ovoïde comme un disque, arrondi sur les deux faces, et donc qui roule pas du tout de la même façon qu'une boule. Il roule en tournant, donc il faut calculer une courbe avant de toucher les quilles. Hein? Si. Alors, c'est un jeu qui était très pratiqué dans les Flandres, que ce soit la Flandre française, la Hollande ou la Belgique, et qui existe encore dans ces terres-là. Hein. Moi, quand on travaillait sur les jeux traditionnels, j'avais des collègues qui, en Belgique, réétudiaient le jeu de Siam et puis refabriquaient ces types de boules. Mais ça s'appelle pas forcément, dans ces pays-là, ça s'appelle pas forcément jeu de Siam. Un autre nom. Ce que je demandais, quels sont les jeux justement, les jeux d'enfants. Est-ce que ce sont ceux-là ou c'est Je suis désolé, mais j'entends pas. Là, quels peuvent être les jeux actuellement, les enfants dans les cours de récréation? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus tournés vers l'informatique, vers tout ce... Est-ce qu'ils s'intéressent toujours à ce Alors, il y a toujours des jeux physiques en faute des enfants aujourd'hui. C'est vrai que il ne faut pas non plus se laisser envahir par l'image que donne le système de communication actuel et l'information sur l'informatique et les jeux vidéo, etc. Parce que ça finit par couvrir les autres jeux qui existent toujours dans le territoire ludique. Moi, je sais que les collègues professeurs de gymnastique, ils continuaient, ou ceux qui travaillent dans les colonies de vacances, ils continuent à utiliser un certain nombre de jeux traditionnels qui fonctionnent encore. Maintenant, lesquels, comment, il n'y a pas de statistiques et d'enquêtes nationales qui permettent de dire que les jeux vidéo ou informatiques ont complètement couvert le champ du ludique. Hein, on ne peut pas dire ça. Ce qu'il faut, c'est par exemple à chaque salon du jouet à Paris, obtenir les statistiques de la corporation des fabricants de jeux et de jouets pour voir en pourcentage quel type d'objet, combien de pourcentage de vente de tel et tel type d'objet.
à une certaine époque où je l'avais fait pour la poupée, par exemple, ben, j'arrivais à avoir 12% de tout l'ensemble des jouets qui étaient des jouets de la poupée et de son environnement. Ce qui était encore beaucoup pour une époque où ce jeu traditionnel fait à la maison semblait un peu en désuétude, mais il n'était pas autant que ça. Donc je crois que là, moi, en l'absence d'une enquête me permettant d'avoir des statistiques fiables sur les différents usages de jeux et leur vente des jouets, je ne peux pas dire grand-chose de précis. Encore remercier Michel et à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et vous donner rendez-vous si vous voulez bien, ce sera le 16 mars. C'est l'abbé Jordi Passera qui nous parlera de nom de lieu. Voilà. Merci et à très bientôt.